Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission entièrement dédiée à la culture. Cette semaine, on commençait en musique avec notre groupe préféré, Alios, qui nous présente son nouvel EP Comme des gangsters façon Bonnie and Clyde. En milieu de semaine, on consacrait une large page aux arts de la scène et au monde du théâtre. La culture n'est pas un luxe et nos invités le font savoir. En fin de semaine, on s'intéressait à un tout nouvel ouvrage, Nyon au XXIe siècle, avec deux invités, Sigfredo Haro et Rodolphe Henner. Comme des gangsters, c'est le nouvel EP d'Alios avec nous sur le plateau façon Bonnie and Clyde. Salut, comment ça va? Bien, ça va bien. Et toi? On garde la morale, c'est ça. Il faut, on fait vivre la culture, c'est le plus important. Exactement. Alors, comme des gangsters, c'est le tout nouvel EP. Qu'est-ce que vous avez souhaité en faire de cet EP? Alors, à la base, on pensait sortir un album entier là à l'automne, et puis on s'est dit que c'était un peu risqué, parce qu'on ne peut pas du tout le défendre sur scène. Donc on s'est dit, mais on ne va pas ne rien sortir non plus. Donc on a décidé de faire ce petit album de 5 chansons. Et on est très contents, on a quand même pu faire pas mal de promos autour de cet objet, et puis avoir le retour des gens. Donc je pense que c'était nécessaire en fait, d'avoir ce petit bout d'album qui annonce la suite. Ouais. Est-ce que l'idée, c'est justement que cette EP devienne un disque ? Oui, c'est l'idée en fait. C'était vraiment, on s'est dit soit on fait rien et on reste chez nous et les gens n'ont pas de nouveautés, etc. Soit on essaie de rester un peu vivant et puis de garder ce lien. Donc on a trouvé ce compromis en fait d'une première mise en bouche avant. Les chansons sont là, on les a, on a la suite. Simplement, voilà, on voulait pas que ça tombe, qu'ils sortent pour rien. Ouais, alors vous avez eu la chance de pouvoir enregistrer le clip juste entre les deux confinements à Paris, en France. Comment ça s'est passé? Où c'était exactement? C'était en région parisienne, je ne sais plus comment s'appelle le bled, à 30 c'était un petit bled. Kilomètres. Attends, ça me reviendra. Ça, tu vas trouver, mais un nom très improbable. C'était dans ce hangar en fait qui représente un peu cette tanière de gangsters qui se retrouvent. Donc voilà, on a pu juste tourner ça en une journée et tout le monde était bien, en bonne santé, donc c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un univers qui change un peu de ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous le ressentez aussi? Qui change, je ne sais pas, chaque album c'est une nouvelle aventure et puis c'est une nouvelle esthétique aussi. C'est vrai que nous on écrit, on compose, mais on s'entoure toujours pour la production. On travaille avec des réalisateurs qui vont mettre le vernis en fait et puis la couleur qu'on a envie de mettre au moment T. Donc là on avait envie de travailler avec une équipe, c'est deux garçons qui sont du groupe Puggy, un groupe belge. Romain et Ziggy, et donc c'est avec eux qu'on a créé un peu l'emballage. Ils ont participé vraiment à la patte de ce nouvel album, quoi. On a vraiment, en fait, à la base, on a fait des essais avec plein de producteurs différents, des gens en Suisse, en Belgique, en France, des gens connus, pas connus, et puis c'est vraiment avec eux que la mayonnaise a pris. Et du coup, il y a un nouveau souffle, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit radicalement différent de ce qu'on fait. On découvre ce nouveau souffle comme des gangsters en images et on revient tout de suite après. Et si on quittait le monde, un instant, une seconde, trouver une bonne étoile, pas de demi-mesure, prendre en filature, nos rêves en cavale, comme des gangsters sans itinéraire, à tourner tout en dérision. On espère garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire. On s'aime à l'envers, à l'agonie. À l'agonie. Alors c'est carrément un bol d'air frais, ça vous fait du bien aussi de vous revoir ces images, pardon. C'est un bon souvenir de tournage, on s'est vraiment éclaté. Je disais justement qu'un qui est derrière, qu'on voit qui représente un peu Mesrine, c'est le réalisateur du clip qui a une gueule incroyable et qui est un très très bon réalisateur, Jesse Notola. Donc oui, c'est des bons souvenirs. Ouais. Comme des gangsters façon Bonnie and Clyde, pourquoi? Je sais pas, en fait on avait cette idée, les chansons on les a écrites avant ce qui s'est passé et étonnamment, que ce soit J'ai oublié ou celle-ci, elles ont une saveur un peu particulière avec les événements parce que là c'est vrai qu'on a un peu tous envie de se retrouver, de se rassembler puis de s'aimer à l'agonie, c'est ce qu'on dit dans la chanson. Du coup... Puis il y a toute l'imagerie de ces duos de gangsters qui nous font fantasmer, Thelma et Louise et tout ça, nous on trouve ça rigolo, puis on aime bien aussi un petit peu jouer avec les... Comment on va dire que l'habit ne fait pas le moine. Nous, typiquement, on nous trouve toujours très mignons, très polis et tout ça, mais on a tous une part de gangster en nous. On est toujours les derniers couchés, enfin voilà. Donc on s'amuse un peu avec ça aussi. Pour revenir un peu à cette période, vous faites beaucoup de live en ce moment. C'est aussi une façon de faire de la promo, non seulement dans les radios, parce que vous avez beaucoup tourné, mais aussi à la maison. Un moyen aussi de garder le contact avec votre public. Comment ça se passe?
Alors on essaie de pas trop en faire justement parce que pendant la première vague surtout c'était très saturé je trouve sur les réseaux. Tout le monde était un peu en mode promotion alors qu'il n'y avait pas forcément de choses à promouvoir. Donc on essaye quand même de faire avec parcimonie. Là on a vraiment décidé, on a fait 5 mardis pour 5 chansons, c'est les 5 chansons de cette EP. Et l'idée c'était de présenter au public qui nous suit les chansons mais de façon différente. Déjà de les jouer acoustiques et puis d'en parler, de raconter un peu la jeunesse des chansons et tout ça. Donc le dernier ce sera finalement pas un mardi parce que demain on est sur un autre plateau, mais mercredi à 18h, on fait notre dernier Facebook Live de ces 5 mardis, 5 chansons. Oui, c'est garde un espèce de contact qu'on ne peut plus avoir avec la scène. On n'a quasiment pas joué depuis le mois de mars. Et c'est vrai que nous, on est nourris de ça aussi. On est nourris de l'énergie que les gens nous renvoient et puis de cet échange. Donc on était un peu là chez nous, on se disait, mais tout ce qu'on fait, ça perd son sens. Donc voilà, c'est un petit moyen d'avoir un peu des retours et d'offrir aux gens, puis les gens nous rendent. Mais c'est un peu l'ambiguïté de cette période, c'est que d'un côté, il y a tous ces gens qui nous disent « Ah, mais merci de maintenir parce que ça nous fait du bien et tout ça ». Puis en même temps, ça met du temps à reprendre sa place dans les discussions politiques et tout ça. Donc je trouve que c'est très... D'un côté, on est très important pour les gens, mais en même temps, pas suffisamment important pour être ouvert avant les magasins. Donc il y a toujours une espèce de sentiment bizarre. Et vous avez d'ailleurs un message de soutien, mais on en parle d'ici quelques instants. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez changé aussi votre manière de travailler ? Parce que forcément, sans être en studio, est-ce que vous créez d'autres choses autrement ? Enfin, comment ça se passe ? On n'a pas été très créatifs pendant cette période. Non, mais il faut savoir nous, on a fait notre confinement artistique justement l'année d'avant, parce qu'on a beaucoup travaillé en studio, on s'est mis en autarcie, on a écrit à la montagne nos chansons, on a écrit presque 40 chansons, plus tout ce qu'on écrit pour les autres. Donc on était plutôt dans une phase où on était dans l'élan, quoi. On allait sortir et puis être actif. Donc ça nous a un peu coupé dans notre élan, justement. Donc on n'a pas été plus créatif que ça, à part dans d'autres projets. Xavier, il écrit des livres et puis il a finalisé. Exactement. Exact. Ouais, là, il y a un autre roman qui est terminé. Moi, et puis on a écrit pour du théâtre. Pour une pièce de théâtre, des paroles de chansons. Enfin voilà, on a fait quand même des trucs. Mais en tout cas, pour Alios, on avait plutôt besoin de sortir et d'aller retrouver les gens. Ouais. Et puis une façon de retrouver les gens, c'est surtout un appel au soutien. Avec cette campagne, on voit à l'image derrière vous, pour les fêtes, soutenez les artistes suisses. Qu'est-ce que c'est ce logo, cet emblème ? Alors c'est un animateur radio qui m'a soufflé l'idée. Et puis c'est vrai que ayant beaucoup de temps forcé en ce moment, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de mon temps pour aider un peu les artistes suisses de façon globale. Et l'idée, c'était vraiment de choisir un jour, un peu comme, je sais pas, le Black Friday, mais là, c'est vraiment pour la musique suisse, donc ce sera demain, 1er décembre. Et beaucoup mieux que le Black Friday. J'espère bien. Mon Dieu. C'est l'idée. Mais au lieu d'acheter pour Noël, c'est encourager les gens, au lieu d'acheter pour Noël des bêtises sur Amazon et d'enrichir Amazon, pourquoi pas acheter les goodies, les disques, les t-shirts, etc., soutenir la scène suisse. Donc l'idée, c'est que cette petite image réalisée par mes soins, comme j'ai pu, c'est de la poster vraiment sur tous les réseaux sociaux pour donner envie aux gens d'être curieux et de se dire « Ah bah tiens, oui, en effet, je pourrais acheter, pourquoi pas, un disque d'Alios ou un disque de, je sais pas, Thierry Romanence, plutôt que d'acheter un objet qui est fait en Chine. » Les revenus des artistes aujourd'hui, dans la musique, dans ce qu'on fait dans la musique actuelle, c'est surtout des concerts, c'est des droits d'auteur et c'est des ventes en fait. Et on nous enlève tous les concerts, ce qui fait qu'il y a moins de droits d'auteur et ce qui fait qu'on ne peut plus vendre. Parce que dans les magasins, il n'y a rien et il faut savoir que le streaming, ça rapporte que dalle aux artistes. Vraiment, c'est une vaste arnaque, ça, pour nous. Vous sentez un peu délaissé justement par l'économie, par les autorités aujourd'hui ? Délaissé, je sais pas. Puis nous, on n'est pas les plus mal lotis parce qu'on est bien structurés. Donc, au niveau des aides, on peut être aidé, nous, en tant qu'on a un pourcentage de notre salaire qui nous est garanti pour l'instant. Donc, après, c'est tout un écosystème qui va se fragiliser. Et évidemment, ça va ravager une bonne partie de la culture, je pense, si ça continue comme ça. Mais c'est surtout que les salles soient les dernières à rouvrir, des choses comme ça. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est pas compréhensible quand je vois qu'on s'entasse dans des trains le matin. Surtout qu'il n'y a eu aucun cluster dans ces salles. Toutes ces salles ont fait des efforts colossaux, vraiment pour bien gérer cette crise. Et puis, c'est quand même eux les premiers fermés et eux les derniers qui souffrent. Donc ça, c'est difficile. Mais c'est pour ça que on fait des petites opérations. Celle-là, on l'a appelée Buy Swiss Music Day. C'est vraiment le jour où, si vous achetez de la musique suisse, vous allez juste faire super du bien aux gens. Et puis, il suffit de poster cette image et d'encourager les gens à acheter, soit sur votre merch si vous êtes artiste, soit vos amis, leur dire et si on achetait de la musique suisse, quoi. Ouais, une façon de soutenir les artistes de la région, il le faut, comme des gangsters. Alios, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil, comme d'hab. Parfait, ça va ?
Les lauréats des prix et mérites artistiques de la ville de Nyon et de la région 2020 sont connus sur notre plateau. 2 femmes issues du monde du théâtre et bien entendu lauréates. Sarah-Jane Moloney, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes autrice de théâtre et metteuse en scène. On reviendra avec vous sur votre parcours. Et Marie-Claire Mermoux, directrice du Casino Théâtre de Rolle. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors on va revenir tout d'abord sur ces prix avant de parler un peu plus du théâtre bien entendu et de vos parcours. Alors Sarah-Jane, vous avez reçu le prix artistique de la ville de Nyon. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce prix? Alors, c'est quelque chose de très émotionnel en fait. Moi, je suis une fille de la région. J'ai grandi à Nyon, j'ai fait ma scolarité à Nyon. J'ai passé mes après-midi dans les rayons de la bibliothèque de Nyon. Et puis, enfin voilà, donc c'est quelque chose de touchant et d'émotionnel. Et c'est aussi, en fait, en ce moment difficile, un gage de confiance. Et pour moi, en tant qu'artiste qui est vraiment un peu souffert ces derniers mois, c'est un petit coup de pouce super bienvenu et très précieux. Alors évidemment, on parlera de ce moment parce que impossible de ne pas en parler, parce qu'on a des choses à dire aussi. Mais vous êtes autrice de théâtre et metteuse en scène. Comment est-ce que vous en êtes arrivée là ? Alors j'ai commencé par un parcours assez classique en lettres, littérature anglaise et tradition classique, le grec, le latin. Et c'est en fait à l'université que j'ai découvert le théâtre à travers une troupe étudiante. Et en finissant mon bachelor, je me suis dit, c'est là qu'il faut que j'aille en fait, il faut que je me lance là-dedans. Et puis à l'époque, il n'y avait pas encore le master de mise en scène à la manufacture. Et donc je suis partie à Londres faire un master en théâtre là-bas. Et c'est en rentrant en Suisse, j'ai fondé une compagnie et puis j'ai enchaîné les petites expériences. Et puis voilà. Ça fait du bien de voir des gens qui font vivre la culture. Marie-Claire Mermoux, plus de 10 ans à la tête du Casino Théâtre de Rolle. Aujourd'hui, vous êtes récompensée pour le mérite de la région de Nyon. Qu'est-ce qu'il symbolise, ce prix, pour vous ? Il symbolise la reconnaissance du travail d'une équipe. C'est moi qui le reçois, mais j'ai vraiment envie de le partager avec toute mon équipe qui m'a accompagnée dans ce parcours vers l'affirmation d'un lieu, son rayonnement, sa pertinence pour les gens de la région. Et oui, c'est une reconnaissance du travail accompli. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus à accomplir, mais voilà, ça fait chaud au cœur. Ouais, du sacré pain sur la planche en ce moment même, mais vous quitterez aussi vos fonctions le 31 décembre 2021. Votre objectif, c'était de faire rayonner cette région à Lausanne, ailleurs, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. On peut dire que l'objectif, il est plus qu'atteint, mais c'était quoi le plus gros du défi pour vous ? C'était de convaincre les Rollois et les gens de la région que ce théâtre était pour eux. Je pense que ça a été ça le plus compliqué. Au début, on avait beaucoup de spectateurs qui venaient paradoxalement de la région lausannoise ou genevoise ou même Fribourg. Et puis petit à petit, les gens de la région se sont appropriés ce lieu et ont compris qu'il était fait pour eux et souvent par eux, puisqu'on a essayé vraiment de favoriser les artistes de la région et de leur permettre d'avoir accès à notre scène. Alors un lieu de rencontre, un lieu d'art vivant, de scène, le Covid, un sacré objectif aussi. Je ne sais pas si on peut appeler ça un objectif, je dirais plutôt. Je dirais que c'est une contrainte. C'est la contrainte pour tout le monde, on est bien conscient. Par contre, c'est vrai qu'on se sent là, le milieu des arts de la scène, particulièrement stigmatisé, puisqu'on est les seuls à ne pas rouvrir avant, je dirais aussi le milieu des bars et des discothèques. Mais les dates et les annonces qui ont été faites ne mentionnant même pas les théâtres, ça a été vraiment un coup au cœur et un gros écœurement pour l'entier de la profession. Et je trouve finalement que c'est pas plus mal parce que ça permet de faire une levée de bouclier avec différentes actions, que ce soit les compagnies indépendantes, que ce soit les directions des théâtres via nos fêtières. Là, il est temps de taper du poing sur la table et de dire on ne veut pas opposer les secteurs, mais on aimerait comprendre la raison qui fait que les théâtres ne peuvent pas rouvrir alors qu'il n'y a eu aucun cluster dans les théâtres, que toutes les mesures ont été mises en place, qu'on a fait, je crois qu'on peut le dire, tout juste. Et là, on sent une injustice. Et on s'attend à avoir des réponses de nos élus politiques, en tout cas vaudois, j'espère romans, sur une date plus en amont, au mieux
mi-décembre, comme le Jura et le Valais vont le faire, au pire début janvier, mais pas peut-être fin janvier. Alors on l'entend, hein, ces coups de gueule aussi à travers ce plateau, mais qu'est-ce qui fait que finalement ça ne passe pas, que ce sentiment d'injustice vous l'ayez? Je l'entends aussi quand je reçois ces différents artistes sur le plateau, mais qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas et qu'il n'y ait pas finalement une unité? Il y a plein de petites choses un peu partout, une fêtière, des syndicats aussi pour les artistes, mais qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas, que ça ne fonctionne pas selon vous? Il y a plusieurs choses. C'est que déjà, il y a des réalités cantonales qui sont très diverses. Ajouté à cela, il y a effectivement toute la variété des métiers et des réalités. Vous pouvez regarder même dans le canton de Vaud la réalité d'un théâtre comme Cossonay, qui est un théâtre de ville, et la réalité, par exemple, de l'usine à gaz ou du Casino Théâtre de Rolles, qui sont des associations, n'est pas la même. On n'a pas droit aux mêmes choses, on n'a pas le droit aux mêmes indemnités. On n'a pas le droit au RHT quand on est un théâtre de ville, on y a droit quand on est une association. Donc se bagarrer sur les mêmes fronts, c'est déjà difficile de se mettre d'accord sur les mêmes discours. Les compagnies, c'est pareil. Leur réalité, c'est qu'elles emploient des gens en CDD pour des périodes de 2, 3, 4 mois pour une tournée. La tournée, si elle se fait pas que dans le canton de Vaud. Elle va se faire dans plusieurs cantons romans. Donc si un canton ferme, mais que l'autre est ouvert, qu'est-ce qui se passe? Ça coupe l'élan de la tournée, ça coupe du coup l'accès à certains soutiens, donc certains nombres de dates. Enfin, ça casse complètement l'entier du rythme et de la réalité de ce secteur. Et on est confronté à ça. Nous, au mois de février, on reçoit un spectacle qui doit se créer en janvier à Vevey, qui va aller à Fribourg, on va aller dans quasi tous les cantons romans. La grande question, c'est est-ce qu'ils le créent quand même à Vevey sans public, pour après être à même de tourner le peu de dates qu'ils pourront avoir, puisque la tournée va s'étendre entre janvier et février. C'est tout cela la complexité. Et les réalités étant complexes à résumer, c'est difficile de parler tous d'une même voix et de se mettre d'accord sur des revendications claires, simples à comprendre pour nos élus. Et là, maintenant, je crois qu'on en est tous conscients. Il faut qu'on simplifie nos discours, qu'on se mette d'accord sur un agenda, sur des mesures et sur une cohésion, en tout cas romande. Ouais, Sarah Jane, c'est une réalité que vous vivez, vous acquiescez évidemment. Quel est votre ressenti à vous? Le ressenti, il est compliqué, il est difficile à articuler. Ma réalité personnelle est très différente de la réalité d'autres de mes collègues. Par exemple, j'ai la chance d'avoir pu toucher le chômage, ce qui n'est pas le cas de nombreuses personnes dans mon secteur qui se battent avec les RHT, les APG, les trucs comme ça. Et c'est vrai que moi, je ne fais pas non plus partie d'une institution. Je suis un peu là en indépendante, je regarde un petit peu depuis l'extérieur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec la première vague, on était tous et toutes prêts à faire des sacrifices, et pour des raisons sanitaires, pour des raisons de sécurité. Il y avait une date de fin envisageable. On pensait tous que ça allait reprendre en septembre, les saisons allaient continuer. Et c'est vrai que là, avec ces nouvelles annonces de la semaine passée, on est tous face à une incompréhension généralisée, surtout quand on regarde les autres secteurs. Et comme vous le dites très bien, on est content qu'ils puissent exercer, on est content que les restaurants puissent rouvrir. Mais effectivement, quand on sait qu'il y a eu aucun cas, aucun cluster déclaré dans un théâtre, et puis qu'il est très facile de recevoir un public avec les codes d'hygiène qu'il faut, on se pose vraiment la question, surtout quand on voit les images du Black Friday avec les gens qui font la queue devant les magasins. Forcément, ça choque. Je sais que ça vous tient à cœur justement l'approche, le rapport avec le public, c'est quelque chose que vous avez au cœur même de votre travail. Est-ce que c'est possible que la culture, on l'entend souvent, se réinvente, mais se crée une autre manière selon vous? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, et je vois en fait pas mal d'initiatives qui sont assez réjouissantes et encourageantes, qui visent à soutenir beaucoup plus la recherche et le développement, parce que maintenant qu'on est privé de jouer, on est privé de spectacle, et on commence à se rendre compte qu'en fait il y a tout un travail en amont du spectacle, et c'est un travail qui peut durer des semaines, des mois, voire des années. C'est le travail de recherche, c'est le travail de développement, et c'est un travail qui n'est pas non plus payé et rémunéré à sa juste valeur. Et là, on commence à voir un petit peu des gestes dans ce sens de la part de bailleurs de fonds, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est une petite réinvention, qui est un petit peu encourageante. On espère que ça va rester le cas. Mais bon, on aimerait tous quand même pouvoir
jouer et voir nos spectacles sur scène. Ouais, c'est plus important, Marie-Claire Mermoz. Je peux ajouter, c'est vrai que le point positif de cette crise, c'est qu'il met en lumière la non-rémunération des artistes dans ces périodes de recherche. C'est-à-dire qu'ils font ces recherches sur leur temps non salarié, et donc c'est du temps qui est financé par qui, la plupart du temps? Le chômage, puisque les artistes alternent une période de travail qui est le temps de répétition, mais tout le temps qui précède de recherche, d'écriture, de réflexion n'est pas rémunéré. Donc si le Covid peut avoir un effet positif, c'est qu'une réflexion globale, et je dirais romande, voire suisse, se fasse pour créer un vrai statut d'artiste. Le métier d'artiste n'existe pas. Il n'y a pas, quand vous remplissez des formulaires, une case avec la coche, le carré pour cocher devant artiste. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'il sera temps maintenant de se poser la question. Un statut d'artiste doit être créé avec les réalités de ce secteur, c'est-à-dire des périodes où on travaille de manière visible pour un public, puisqu'on est sur scène et on répète, mais tout ce temps aussi qui précède de recherche, de réflexion. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi une part de pudeur de la part des artistes qui aujourd'hui aussi ont du mal à le revendiquer, ce statut d'artiste. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Vous, le fait que vous quittiez aussi ce Casino Théâtre de Roche, j'ai l'impression que vous n'avez plus rien à perdre et qu'aujourd'hui, s'il y a ce coup de gueule à faire, vous êtes prêt à aller plus loin. C'est vrai? Est-ce qu'il y a une certaine pression aussi peut-être de la part des autorités? On sent que finalement, c'est eux qui vous payent, donc on n'ose pas trop crier l'urgence. C'est vrai que on est un peu je m'excuse du terme, le cul entre deux chaises, toujours, puisqu'on dépend beaucoup des subventions et des soutiens, que ce soit de fondations, évidemment de l'État, des communes, des régions. Mais je ne crois pas que c'est ça qui ait créé le fait qu'on n'ose pas. C'est justement ces disparités cantonales et ces réalités différentes et le fait qu'on soit dans une confédération et que la culture n'est pas un sujet fédéral ou de manière très faible, c'est vraiment un sujet cantonal. Et si je peux appeler de mes voeux une réflexion, c'est qu'effectivement les cantons maintenant qui se mettent à parler ensemble sur des mesures communes et concertées de réouverture et d'action vis-à-vis du monde de la culture, se mettent aussi à réfléchir à ce statut et à le créer au niveau suisse. Mais ça, c'est compliqué parce qu'il faut mettre 26 cantons autour de la table. Et vous manifestez cet après-midi, ce sera votre message? Qu'est-ce que vous allez faire? Expliquez-nous. Le message, il va être plus sur la demande d'un agenda sur les réouvertures et sur un engagement à ouvrir plutôt les théâtres. Parce que c'est partie des compagnies indépendantes qui ont créé une association là, ces derniers jours. Ils vont avoir leur première assemblée générale jeudi. C'est venu d'eux. Eux, ils veulent jouer, ils veulent travailler. Les artistes ne sont pas des fainéants qui se reposent sur un rate pass. Ils veulent travailler tout le temps. Et là, ce temps-là, nous, on n'a pas de spectacle puisqu'on est fermé. On accueille les compagnies pour venir travailler, faire des résidences. Mais ce travail-là, ce temps-là, personne ne le paye. Personne ne le paye. Et Sarah Jane, votre prochain projet, qu'est-ce qu'il en sera? Alors, c'est drôle que vous me posiez la question parce que, comme nombreuses de mes collègues, en ce moment, c'est très difficile de penser à l'avenir. C'est très difficile d'être créatif dans ce moment d'incertitude profond. Tout le monde est dans le même bateau. Mais bon, heureusement, j'ai des petites dates qui sont là, posées. Qui sait si elles vont avoir lieu ou pas. En tout cas, la prochaine actualité, c'est une résidence d'écriture dramatique au quartier culturel de Malévo, à Montaix, pendant le mois de février. Voilà. On se réjouit et surtout on espère que ça revienne très très vite. Mesdames, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir aussi poussé ce coup de gueule. C'est important pour la culture. Merci. Merci de nous avoir donné la parole. La culture n'est pas un luxe. Mardi, des représentants des métiers des arts de la scène ont mené une action symbolique devant le Grand Conseil vaudois. Ils réclament la réouverture des théâtres, des cinémas et des autres lieux culturels d'ici le 4 janvier. Aujourd'hui, sur notre plateau, on donne la parole à l'association Action Intermittence. Fabienne Abramovic, vous en êtes la directrice. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez un message fort à faire passer. Plusieurs combats tout au cours de ces derniers mois. Aujourd'hui, le plus fort, il se passe au niveau du Parlement, une motion qui a été déposée. Voilà, exactement. Ça fait 9 mois que nous y travaillons avec la Task Force nationale, toutes les organisations professionnelles, syndicales et toutes les organisations qui soutiennent la culture au niveau suisse. Donc elles sont nombreuses, elles sont en Suisse allemande, elles sont en Suisse romande et en Suisse tessinoise. Donc
C'est un mouvement puissant, ça fait 9 mois que nous y travaillons. Et puis nous avons travaillé aussi avec des parlementaires, notamment le conseiller national Christian D'Andrès, qui porte cette motion conjointement au Parlement. Donc c'est des forces à la fois avec les organisations professionnelles et des forces aussi au niveau parlementaire, puisque les votes se passent avec nos élus et nos conseillers nationaux, avec la Chambre, les 2 chambres, le national et le Conseil des États. Et en ce moment même, depuis hier, 2 grandes actions en fait, que nous avons portées depuis de longs mois, qui sont pour les contrats. Qu'est-ce que vous demandez exactement? Alors il y a 2 choses en tout cas, mais il y en a parmi celles-ci, il n'y en a que 2 en fait pour l'instant. C'est les RHT avec les contrats à période déterminée, c'est-à-dire de soutenir les employeurs qui, en cas de cessation d'activité, puissent démarcher auprès des RHT, donc du chômage, pour pouvoir dédommager les contrats à période déterminée. Ce sont des contrats qui protègent un tout petit peu plus, et c'est les contrats qu'on nomme des intermittents et des intermittentes du spectacle et de l'audiovisuel. Ça, c'est une chose, c'est très important. Et puis l'autre chose, c'est cette motion qui protège les salariés dans la durée, puisqu'en fait, ces contrats sont courts. On peut s'imaginer que la fragmentation du travail, plus l'éboulement au fur et à mesure des mois, des possibilités d'obtenir des contrats, provoque une grande précarité pour les salariés aussi. Alors, il y a les indépendants et indépendantes qui ont un statut spécifique et différent que les intermittentes qui ont un statut singulier spécifique dans l'assurance chômage. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, on ressent qu'il y a urgence, un besoin du côté de la culture de retourner sur scène, une situation qui est évidemment précaire. Pourquoi est-ce que ça a pris autant de temps pour être entendu et pour faire en sorte que les choses bougent, selon vous ? Vous savez, la politique, d'abord, c'est toute une mise en œuvre démocratique, tout un processus. Ensuite, il y a eu quand même une sidération au mois de mars, tout était gelé. Il faut remarquer que les acteurs et actrices culturelles ont respecté vraiment de manière assez forte toutes les consignes, avec beaucoup de respect. Les institutions ont travaillé sur des plans sanitaires déjà dès le mois de juin, alors qu'il n'y avait pas encore des protections financières suffisantes. En septembre, la loi Covid d'urgence 2019 propose des mesures, mais qui sont de toute façon pas adéquates. Et en octobre, de nouveau, refermeture. C'est extrêmement violent, extrêmement grave. Pourquoi est-ce que ces mesures Covid, justement, ne sont pas adéquates ? On a l'impression qu'il y a plusieurs réalités dans le milieu culturel et c'est finalement une cohérence, un ensemble qui manque. Alors, c'est simplement que structurellement, au niveau de l'organisation, nous avons les institutions, les entreprises culturelles et les associations, les troupes et les compagnies, qui, elles, démarchent aussi pour obtenir des subventions. Donc, les institutions culturelles ou entreprises culturelles ne sont pas elles-mêmes forcément les employeurs. Quand on parle des théâtres, elles font appel à des troupes qui, elles, sont officiellement au niveau statutaire des employeurs. Et puis ensuite, il faut pouvoir administrer, pas seulement aux institutions culturelles, des mesures qui tiennent compte des individus, c'est-à-dire des indépendants et indépendantes et des salariés. Donc en fait, ça, c'est 2 statuts qui demandent vraiment des mesures tout à fait spécifiques au niveau du code des obligations du travail. Et c'est là où il y a eu une très grande confusion, même sémantique, des indépendants. Non, ce n'est pas seulement des institutions, parce qu'on le confond souvent, indépendants liés à l'indépendance hors institution. En fait, au niveau du statut du Code des obligations du travail, nous avons des indépendants et indépendantes et nous avons des salariés. Pour l'instant, les indépendants et les indépendantes sont maltraités et les salariés, indépendants des institutions, etc., sont tout simplement pas traités. Ouais, c'est vrai que cet environnement économique au niveau de la culture, on n'en a pas l'habitude d'en entendre parler. Quelle est la valeur économique de la culture en Suisse ? Alors en Suisse, elle est extrêmement puissante puisqu'on a eu des statistiques qui sont sorties puisque ça représente plusieurs milliards. Donc il faut savoir qu'un franc donné à la culture en ramène 4 sur le terrain. C'est-à-dire que l'importance de la culture permet aussi à tous les secteurs autour, que ce soit les commerces, l'hôtellerie, le tourisme, les voyages, etc., de pouvoir fonctionner. Donc en fait, un artiste produit une chaîne de conséquences économique extrêmement importante dont on oublie souvent que ce n'est pas seulement un bien collectif, mais il profite à l'ensemble, pas seulement en termes de biens, vous voyez, c'est aussi une richesse économique
importante pour notre pays. Ouais. Derrière nous, des images de votre comité, un message aussi à faire passer, la culture est un métier. C'est ça le résumé finalement de nos propos aujourd'hui. La culture est un métier et la culture n'est pas un luxe. Et puis, elle est composée de différents corps de métier. Il y en a plus de 900, plus de 1000. Alors là, vous avez des représentants et représentantes de tous nos métiers. Il y a la musique, il y a la danse, les chorégraphes, les musiciens, les cinéastes, les administrateurs et administratrices qui sont venus, techniciens, techniciennes, qui ont travaillé ce clip avec l'association. Aujourd'hui, le plus gros besoin, qu'est-ce qu'il faut que ça change rapidement, là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que les autorités doivent comprendre? La protection sociale des artistes et des acteurs culturels, c'est fondamental. Alors nous sommes en marche parce que même si nous n'obtenons pas gain de cause avec cette motion, on a travaillé pendant de longs mois avec toutes les associations. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la retraite, un artiste sera forcément aux prestations complémentaires, qu'il soit indépendant ou salarié, parce que la fragilité sur le secteur de l'emploi est extrême puisque c'est toujours des mandats courts. À partir du moment où il n'y a que quelques contrats dans l'année, on peut s'imaginer ce que ça donne pour un homme et pour une femme après 44 ans d'exercice. Eh bien, c'est les prestations complémentaires. On sait que le niveau de vie, de salaire ou de mandat est extrêmement faible. Voilà. Fabienne Abramovic, directrice du comité Action Intermittence, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci beaucoup. Nyon au XXe siècle, c'est ça, 21 personnalités, 21 réalisations et 21 événements, le tout mis en texte par Rodolphe Henner avec nous sur le plateau. Bonjour Rodolphe. Bonjour Andrea, merci Nyon au XXIe siècle. D'être là au XXIe, c'est ça, il en faut des années. Et en images par Sigfredo Haro et Michel Pérez. Sigfredo, salut, merci d'être avec nous. Alors, on va tout d'abord savoir comment ce projet, il est né. Alors, c'est une politique municipale de Nyon qui vise à publier tous les 5 ans environ un livre qui relate la vie nyonnaise destinée aux nouveaux habitants, mais pas que, vendu en librairie, destiné un petit peu à tous ceux qui s'intéressent à la ville de Nyon. Le mandat a été confié aux éditions Favre, que vous connaissez, et les éditions Favre nous ont contactés afin de rédiger l'ouvrage pour ma part et afin que Sigfredo produise les photographies. Alors Sigfredo, on sait que ton dada à toi, c'est forcément les portraits, 21 portraits. C'est quoi ton préféré? C'est compliqué à en choisir, mais moi je dirais plutôt le premier, celui d'Alios. On a eu un bon moment au Quai 23, on s'est bien marré. Rodolphe il a fait d'excellents assistants photographes. Et on a eu un chouette moment. En tant qu'assistant photographe? Il était sage, ouais. Un beau portrait, c'est quoi? Pour moi, mon portrait, c'est mettre à l'aise la personne, que la personne sort leur meilleur d'eux, et puis nous refléter ça, et puis voilà, avoir une intimité avec une personne, et puis la mettre en valeur. 21 réalisations, si tu devais en retenir qu'une, ça serait laquelle? Non, je ne vais pas en retenir qu'une, mais enfin, dans les réalisations, il y a les politiques sociales, les politiques de la ville, et puis il y a les développements d'entreprises aussi. Donc, à titre personnel, je ne vais pas te donner mon avis, mais on peut penser tant à Hublot qui s'installe à Nyon qu'au développement des crèches. Enfin, tout ça est d'égale importance. 21 événements également. On sait que cette année a été particulièrement riche, mais des événements, il y en a toujours eu plusieurs à Nyon. Est-ce que toi, Sigfredo, tu as peut-être une anecdote, un moment qui te reste en mémoire de photographie, quelque chose, un événement qui t'a particulièrement marqué? Si on parle du livre, c'était dans les archives de la Côte, mais c'était moi qui étais allé photographier justement l'inauguration du deuxième bâtiment d'Hublot. Et puis là, c'était rigolo à faire parce que c'était dans une logique plus people. Il y avait des stars, il y avait des médias, il y avait des invités. C'était un chaos total. Et puis c'était rigolo de changer un peu la casquette des petits événements campagnards qu'on est habitué à photographier, Giron et compagnie. Donc photographié Pelé, c'est ça? Et on a photographié Pelé, Barafeli, l'héritage de la Fiat. Donc c'est un moment difficile, mais aussi c'est une belle expérience. Si on parle des événements du livre. Ouais. Alors évidemment, il faut faire des choix quand on met en avant des personnalités, des événements. Comment est-ce qu'ils se sont faits? Alors on a constitué un comité de rédaction avec Laure Piaget qui travaille à la ville de Nyon et Madeleine Church, ancienne journaliste à 24 heures. On a planché avec elle.
on a établi cette sélection, tout simplement. Évidemment, on est désolé de ne pas pouvoir faire figurer plus de monde. Mais il y a eu des frustrés? Non, parce qu'on a essayé d'être intelligent et de ne pas faire fuiter les informations. Donc les personnes qui ne sont pas dans le livre ne savent pas qu'il y avait un livre. Ils le découvrent aujourd'hui. Alors Madeleine Schorsch, qui en a fait la préface, elle dit « Toute petite, j'ai encore connu le temps où les gamins de Rives, qui étaient alors un quartier populaire, n'y allaient pas de main morte dans la guerre des boutons qui les opposait aux enfants, voulant traverser leur territoire. J'ai encore connu les banquettes en bois du Nyon-Saint-Cergue-Morée avec leur chauffage qui brûlait les fesses. Adolescente, j'ai observé les débuts du centre de loisirs de jeunes, assisté aux dernières représentations de la drame. Nyon, c'était mieux avant? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est tous amenés à être nostalgiques, mais enfin, il faut regarder quand même que... Il faut garder en tête surtout que Nyon était une cité dortoir dans les années 80. C'est-à-dire qu'entre Genève et Lausanne, on avait des travailleurs qui venaient trouver des appartements. D'où cette citation, cette expression, un Nyonnais est un Genevois qui a trouvé un appartement, qui a su se loger. Alors, entre les années 70 et 80, où Nyon était une cité dortoir comme Gland a pu l'être, eh bien, il y a quand même eu beaucoup d'évolutions. Et on entend beaucoup dire dans la région un enfant de Nyon. C'est quoi un enfant de Nyon? Qu'est-ce qui fait l'identité nyonnaise pour toi, Sigfredo? Bon, moi je suis arrivé à Nyon en 2012. Donc, c'est ma première ville d'adoption. Donc, moi j'ai beaucoup apprécié en venant d'une grande ville comme Madrid, quand on arrive dans une ville qui est d'une taille moyenne, petite moyenne, et puis on voit qu'il y a une bonne dynamique, que ce soit culturel, social ou traditionnel, mais pas avec cette grandeur des grandes villes, avec tout ce que c'est pollution, chaos, gros bouchons, etc. Moi, je pense que les gens ont le droit à sentir une certaine fierté de se nommer Nyonnais. Nyon qui a beaucoup grandi, une croissance assez folle, mais l'identité nyonnaise, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, il y a deux types de Nyonnais. Il y a les anciens qui sont nés à Nyon, vraiment, il y a 60, 70, 80 ans, qui vous racontent ce Nyon, comme Madeleine Schorsch, par exemple. Et puis, il y a les Nyonnais d'adoption depuis 10 ou 20 ans. Et voilà, c'est deux générations de Nyonnais. Donc, il ne reste rien. Nyon est une ville, comme tout l'arc lémanique, qui évolue, qui se transforme, et puis qui essaye de répondre aux attentes de ses habitants. Et puis quand on est un peu entre les deux, comme toi peut-être, pas si vieux de la vieille, pas si jeune. Bon, oui. Est-ce qu'on trouve sa place? Quel âge ai-je? Non, mais ne le dis pas. Oui, alors à titre personnel, évidemment, je trouve qu'on trouve sa place à condition, comme toutes les personnes, de s'insérer dans la vie associative nyonnaise. Moi, je suis effectivement journaliste, donc j'ai beaucoup rencontré de gens par le métier, mais je fais aussi beaucoup de choses dans ma vie privée. Et évidemment, le livre se termine avec le Covid, un événement aussi qui nous a tous bouleversés. Sigfredo, là, voir les rues nyonnaises vides. C'était difficile. En fait, en plus, on parle d'un livre qui parle des années 2000 jusqu'à présent. Donc, le Covid, cette année, c'était compliqué d'éviter ça, mais il fallait, parce que c'est un livre qui va rester dans la durée. Donc, voir tout le monde masqué dans le livre, ce n'était pas non plus beau. Donc, il a fallu éviter, et puis profiter surtout au max les premiers jours de travail où il n'y avait pas encore tous les masques dans la rue partout. Mais ce n'était pas évident de travailler à Nyon en ces périodes. Ouais. Sigfredo Haro, photographe pour La Côte, Rodolphe Henner, journaliste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis à la maison, donc, ce livre Nyon au XXIe siècle aux éditions Favre. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve très vite pour plus de culture et plus d'aventures. Vous le savez, à bientôt.